Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, je vais vous raconter des histoires que vous m'avez racontées, que les abonnés m'ont envoyées sur Instagram ou par mail. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, ça se passe juste ici, AkenTV, c'est là-bas que vous pourrez me suivre et m'envoyer aussi une histoire effrayante qui vous est arrivée si vous souhaitez aussi que je la repartage sur la chaîne. Merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui le feront. J'espère maintenant que vous êtes bien installés et si c'est le cas, on est parti pour découvrir ensemble ces histoires d'abonnés. À 20 ans à peine, Camille venait tout juste de débuter sa carrière professionnelle en tant qu'auxiliaire de vie à domicile. Concrètement, son travail consistait à assister des personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes. Ça pouvait être du ménage, de l'assistance ou simplement tenir compagnie à ces personnes. Un jour, elle avait rendez-vous pour la première fois dans une maison avec un nouveau couple de retraités. Pour Camille, c'était une mission plutôt habituelle. Elle devait faire, en soi, 1 heure de ménage par semaine. Et dès les premiers échanges, au début, tout se passait absolument bien. Le couple semblait aimable, la maison était plutôt jolie, assez calme. Donc, après avoir reçu ses instructions, Camille a commencé à se mettre au travail et donc à faire le ménage. Elle suivait les instructions de la dame du couple à la lettre et à un moment donné, elle a pénétré dans la salle de bain qu'elle devait aussi nettoyer. Et tout de suite, dès qu'elle a mis un pied dans cette pièce, une sensation étrange s'est emparée d'elle. Un frisson a parcouru tout son corps. C'est comme si un poids invisible s'était installé sur sa poitrine. Camille pouvait jurer que dans cette pièce, elle n'était pas seule. C'est comme s'il y avait là une présence, tapie dans l'ombre, qui l'observait. Mais pourtant, elle avait beau regarder autour d'elle, elle était bel et bien seule dans la pièce, donc elle s'interrogeait sur l'origine de cette sensation qui la dérangeait tant. Elle a d'abord essayé d'ignorer ce fameux malaise qui grandissait en elle. Elle a accéléré la tâche qui lui a incombé, donc faire le ménage de la salle de bain, et une fois le travail terminé, elle a quitté la pièce et tout de suite, elle s'est sentie beaucoup mieux. Elle a remercié le couple de l'avoir accueillie pour faire son travail et elle a ensuite quitté le domicile. Le hasard parfois faisant bien les choses, il se trouve que la voisine du couple de retraités était également une cliente de Camille. Donc, après le travail chez le couple de retraités, elle s'est rendue chez l'autre cliente, la voisine, afin de travailler là-bas également. Et tout de suite, cette voisine, que Camille connaissait plutôt bien, elle avait déjà travaillé pour elle, a remarqué qu'elle n'était pas dans son assiette. Donc, un peu intriguée, elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Camille, qui était encore assez bouleversée par rapport à la situation qu'elle avait vécue, a raconté ce qui s'était passé dans la fameuse salle de bain du couple de retraités. Et à la fin de son histoire, prise d'un doute, elle a osé demander quelle était un peu l'histoire du domicile, qui étaient les personnes qui vivaient dans la maison avant le couple de retraités. La voisine, avec une voix un peu basse, comme si elle révélait un secret, a raconté qu'avant le couple de retraités, il y avait un autre couple. Mais ce couple, ses anciens habitants, avaient une histoire tragique. Il se trouve que le mari était un homme infidèle. Sa femme était tout à fait consciente que son mari l'a trompée, mais elle faisait mine de rien. Elle jouait le rôle de quelqu'un qui ne se doutait d'absolument rien. Elle gardait les apparences d'un mariage parfait jusqu'au jour où le poids du mensonge était devenu trop lourd. Cette femme, complètement abattue, a pris une décision irrévocable. Elle a décidé de mettre fin à ses jours dans une pièce bien précise, la salle de bain. Cette même pièce où Camille avait ressenti un froid complètement glacial. Après avoir appris cette histoire, Camille est rentrée chez elle, elle a réfléchi à ce qui s'était passé et elle a pris la décision d'annuler son travail auprès du couple de retraités, étant beaucoup trop mal à l'aise pour revenir travailler dans cette maison et plus précisément pour remettre les pieds dans cette salle de bain qui l'avait tant marquée. Car en apprenant tout cela, elle en est sûre, quelque chose vit encore dans la salle de bain de la maison. Voici une nouvelle histoire qui a été partagée par Camille, qui s'est déroulée avant tous les événements mystérieux de la maison du couple de retraités. À ce moment-là, Camille était encore au collège. Elle devait être soit en 4e ou en 3e. Elle ne s'en souvient plus vraiment, mais en tout cas, elle se souvient très bien de ce qui lui est arrivé lors d'une fin d'après-midi. Ce jour-là, elle sortait des cours et elle avait pour intention de rejoindre sa grand-mère. Ses parents étaient divorcés, tous les deux travaillaient jusqu'à des heures assez tardives. Et cette grand-mère, elle, vivait à peu près une vingtaine de minutes en bus du collège où Camille faisait ses études. Elle avait l'habitude d'y aller jusqu'à ce que ses parents terminent le travail.
Mais ce jour-là, malheureusement, Camille a raté son bus. Camille a raté son bus vraiment in extremis. Donc, elle allait devoir attendre un certain moment avant qu'un autre bus n'arrive. Alors, plutôt que d'attendre, elle s'est dit qu'elle allait faire les 40 minutes qui la séparaient du domicile de sa grand-mère, mais à pied. Elle a donc mis son casque sur les oreilles, de la musique, et elle était partie pour faire tout le trajet. Le trajet s'est plutôt bien passé, elle commençait à approcher du quartier résidentiel où logeait sa grand-mère, et c'est là qu'elle a décidé de prendre un chemin alternatif, qui était en fait un chemin discret, qui passait par un petit parc discret, puis qui longeait des jardins, un passage que Camille connaissait bien parce qu'elle l'avait déjà emprunté à plusieurs occasions. Mais en commençant à arpenter les premiers mètres de ce fameux chemin, l'ambiance pour Camille était assez bizarre. Tout semblait anormalement silencieux, beaucoup plus calme de ce qu'elle avait l'habitude de ressentir. Et c'est là, alors qu'elle marchait paisiblement, qu'un frisson lui a parcouru le corps. D'un coup, elle avait cette désagréable sensation que quelqu'un l'observait. Donc, par instinct, par réflexe, elle a regardé par-dessus son épaule, et c'est là qu'elle a vu un homme qui marchait seul, le regard fixé sur elle. Mais ça, ce n'est pas la seule chose qui a mis Camille mal à l'aise. Il y avait également derrière l'homme, un peu plus loin, à l'entrée du fameux chemin, une camionnette blanche. Le véhicule était sale, crasseux, et les vitres étaient opaques. Camille essaya de garder son calme. Elle ne voulait absolument pas s'effrayer pour rien, donc elle s'est dit que peut-être cette situation n'était qu'une coïncidence. Alors elle a accéléré simplement le pas, et l'homme en a fait de même. Pour voir si cet homme la suivait, elle a fait un détour en empruntant un chemin de terre, et l'homme l'a suivi. Camille comprend tout de suite qu'elle est bel et bien suivie, et c'est là qu'elle décide donc de courir. De courir de toutes ses forces. Elle court, elle a les poumons au feu, mais le pire c'est que sa course ne la distance pas de l'individu qui l'effraie, car lui aussi s'est mis à courir pour rattraper la jeune fille. Camille n'a jamais couru aussi vite de sa vie. Elle sait que l'homme est là, qu'il sait qu'elle a compris qu'il avait des intentions malsaines à son égard, et donc son seul et unique but, c'est de l'attraper. Heureusement, Camille arrive à arriver au niveau du jardin du domicile de sa grand-mère. Elle saute par-dessus le grillage et elle entre à l'intérieur de la maison sans se faire prier. Camille est exténuée, elle a du mal à respirer, elle cherche à reprendre son souffle. Sa grand-mère qui était là la voit, elle est inquiète, elle se demande ce qui a bien pu arriver à sa petite fille. Et Camille, encore sous le choc, répond à sa grand-mère qu'il ne s'est rien passé, qu'elle a juste fait la course avec quelques copains. Jamais elle n'a parlé de cet individu avec sa camionnette blanche. Et bien qu'elle ait étouffé un peu cette histoire, elle sait au fond d'elle que si elle avait été moins rapide, elle ne serait probablement plus jamais rentrée chez elle. À 10 ans, Sophia vivait dans un minuscule appartement avec ses deux sœurs. Il y avait Lolita, l'aînée, et Valeria, sa cadette. Les trois filles partageaient la même chambre, un petit espace où l'armoire faisait face au lit. Une armoire trop proche pour ne pas être oppressante une fois la lumière éteinte. Un soir, Lolita a signalé qu'elle ressentait comme une étrange présence, et tout cela dans la pièce. Sophia et Valeria ont eu plutôt tendance d'abord à en rire. Elle pensait concrètement qu'elle inventait cette histoire pour leur faire peur, jusqu'au jour où, en pleine nuit, Lolita a poussé un énorme cri. Elle a affirmé avoir vu une main sortir de l'armoire. Encore une fois, les deux sœurs ont refusé d'y croire. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, Valeria, à son tour, se réveille en sursaut. Elle aussi avait vu la même main surgissant lentement de l'ombre de l'armoire. Une main pâle, fine, aux doigts longs, complètement inhumain. Sophia alla voir sa mère, mais celle-ci, qui était plutôt habituée aux frayeurs d'enfants, lui a simplement dit qu'il ne fallait juste pas prêter attention à ce genre d'événement. Elle a dit que ses sœurs cherchaient probablement à lui faire peur. Pendant les jours qui ont suivi, quelques jours, il n'y a eu plus rien, plus aucun événement effrayant. Sophia se sentait rassurée, elle se disait que sa mère avait probablement raison, mais une nuit, c'était à son tour de vivre des événements très étranges. Elle a ressenti une présence glaciale envahir son lit. Elle s'est cachée sous la couverture, complètement paralysée par une peur brutale, presque animale. Au fond d'elle, quelque chose lui criait de jeter un coup d'œil à ce qu'il se passait. Elle a donc sorti le haut de son visage de la couette, et quand elle a levé les yeux vers l'armoire, elle a vu que la main était là, à quelques centimètres d'elle. Et c'est comme si la personne à qui appartenait cette main était cachée dans l'ombre de l'armoire. La main avançait vers elle, presque tremblante. Et Sophia ressent encore aujourd'hui la peur qu'elle a ressentie à ce moment-là. Quelques jours plus tard, Lolita
est partie dormir chez une amie. Sofia avait donc décidé de dormir dans le lit de sa sœur, et cette fameuse nuit, elle a vu plus que la main qui l'avait effrayée. Ce qu'elle a vu en plus, c'est une tête. Mais le visage était flou, indéfinissable, comme si il était brouillé par une brume invisible. À l'instant où elle a vu ce visage, Sofia a senti une lourde terreur s'installer en elle. Et cette terreur la poussa à hurler de toutes ses forces. Entendant le cri, sa mère a couru, complètement affolée, pensant que peut-être sa fille s'était blessée. Sofia a tout raconté et cette fois-ci sa mère n'a pas ignoré ses paroles. Elle en a parlé à la grand-mère qui a conseillé de brûler une certaine plante afin de purifier la pièce. C'est ce qui a été fait et après cela, tout semblait être redevenu à la normale. L'ambiance semblait s'être apaisée. Mais ce n'était là qu'un voile qui masquait la tempête, car le calme n'a duré que 3 mois. Au bout de ces 3 mois, une nuit, Sofia dormait paisiblement comme elle avait repris l'habitude de le faire. Mais tout a changé lorsqu'elle a commencé à sentir quelque chose d'assez étrange. C'était comme si quelqu'un l'observait intensément. D'abord, elle a essayé d'ignorer cette sensation, mais elle n'a pas pu ignorer le fait qu'une sorte de brise, très froide, a caressé la peau de son visage. Aucune fenêtre n'était ouverte, donc impossible que ce soit un courant d'air causé par le vent. Et en plus de ça, elle sentait cette légère brise qu'au niveau de son visage, pas à d'autres endroits où sa peau était découverte. Sofia n'arrivait pas à dormir, donc elle prêtait attention aux sons qui étaient autour d'elle, et c'est là qu'elle a entendu une respiration proche de ses oreilles, comme si quelqu'un respirait profondément et lentement. C'est en entendant ce son que là, Sofia a décidé d'ouvrir les yeux. Elle a vu une silhouette noire, surélevée, penchée au-dessus de son lit. Elle a tout de suite reconnu ce qu'elle avait aperçu dans le passé, cette fameuse personne au visage flou. Sofia, cette fois-ci, était complètement figée, incapable de bouger, incapable même de crier. Elle ressentait comme si quelque chose l'écrasait, comme si quelque chose l'emprisonnait. Cette fameuse silhouette murmurait des choses incompréhensibles, comme un chuchotement dans une langue étrangère. Et soudain, Sofia sortit de cette confusion quand sa sœur, Lolita, s'est mise à hurler de son côté. Sa sœur avait vu cette fameuse silhouette au-dessus du lit de Sofia. Et très rapidement, en presque un éclair, la silhouette n'est pas partie, elle s'est retournée en direction de la sœur qui avait crié et elle a commencé à s'approcher d'elle cette fois-ci. Là, la mère de Sofia est revenue. Elle a ouvert la porte et allumé la lumière, mais dès que la lumière a envahi la pièce, la silhouette, elle, avait déjà disparu. Les deux filles étaient sous le choc, en train de pleurer. Elles n'arrivaient plus sur le moment à parler et elles ont dû attendre le lendemain pour révéler ce qu'il s'était passé. Pour la maman, cette fois-ci, c'en était trop. Elle devait faire quelque chose vis-à-vis de cette situation qui terrorisait ses enfants. Alors, elle est allée parler de ce qu'il s'était passé à une voisine avec qui elle s'entendait très bien. Et en apprenant ce qu'il se passait, la voisine a tout de suite été sous le choc parce qu'elle a réussi à faire un rapprochement un peu historique. Elle avait connu l'ancien occupant et justement, cet ancien occupant, c'était son ex-mari. Un homme apparemment brisé, très instable. Un homme qui s'était donné la mort dans le logement qu'occupait Sofia et sa famille. La voisine a expliqué que le mari pensait qu'en se donnant la mort, il allait pouvoir revenir à l'état d'esprit dans son ancien foyer, mais que dans la mort, il se serait trompé et aurait donc choisi d'occuper pour l'éternité le domicile de Sofia et de sa famille, plutôt que celui qu'il occupait à l'époque où il était réellement heureux. La voisine a expliqué que jamais elle n'avait osé parler de cette histoire, et que cet homme avait laissé derrière lui des dettes, du chagrin et surtout énormément de colère. Pour elle, il était devenu un esprit perdu, un esprit errant. Et étonnamment, depuis cette révélation, plus rien. Le calme est revenu, mais par contre, tout ce qu'il s'est passé a laissé une sorte de trace. Maintenant, il n'est plus question de frayeur d'enfant, mais dès qu'un bruit un peu suspicieux est entendu, tout le monde pense à un retour de cette fameuse entité. Le temps a quand même réussi à passer, sans que cet individu ne soit revu, et malgré le fait que le temps est passé, on parle là d'années, Sofia n'a jamais oublié le visage flou qui l'avait tant traumatisée quand elle était petite. Cela faisait des années que Milo rendait visite à son grand-père chaque été. Il vivait dans le sud de l'Espagne, donc ça lui faisait aussi des petites vacances agréables, et il nous dit que la maison de son grand-père était une maison assez isolée. Autour de la maison, il y avait des champs brûlés par le soleil et une vieille grange contenant une dizaine de brebis à surveiller. Mais un été, comme vous pouvez vous en douter, rien ne s'est passé comme prévu. Véronica, la femme de Milo,
était tombé malade quelques jours avant le départ, donc Milo a décidé de faire le voyage seul, il a pris l'avion, et quand il est arrivé chez son grand-père, il a vu que le vieil homme semblait assez fatigué. Il était un peu plus pâle que d'habitude, en tout cas Milo dit que ce n'était pas vraiment alarmant, jusqu'au moment du dîner. Alors que le repas était en train de se passer tranquillement, le grand-père s'est effondré et il est tombé inconscient. D'urgence, Milo l'a transporté à l'hôpital et les médecins ont annoncé que le malaise était à prendre au sérieux et donc il devait rester sous la surveillance des membres de l'hôpital pendant quelques jours. Alors, Milo est rentré chez son grand-père pour s'occuper notamment des brebis qui étaient là. En rentrant, il s'est couché, mais le lendemain, quelque chose clochait. Il a compté les brebis et il n'y en avait que 9. Donc, il en manquait une. Il s'est dit que peut-être l'animal s'était enfui en passant par une clôture qui n'était pas entretenue, donc il a fait le tour des champs et il ne trouve rien. Il continue donc sa recherche et c'est là qu'il trouve une traînée de sang. Il la suit et la traînée l'emmène jusqu'à un arbre solitaire, à l'écart, et accroché au tronc de l'arbre, il y avait le crâne de la brebis, complètement vide, comme si quelqu'un l'avait placé là comme une offrande. Le crâne avait été cloué sur l'arbre. Évidemment, la vision de cet horrible spectacle a mis Milo très mal à l'aise. Il a donc détaché la tête, il l'a enterrée et il a préféré ne pas en parler à son grand-père. Il voulait bien sûr lui épargner une vision de cauchemar car lui tenait à ses animaux. La journée a passé et on arrive maintenant au soir. Vers 2h du matin, Milo a été réveillé par des hurlements. Mais pas des hurlements humains, les hurlements d'une brebis. Il a d'abord tenté d'ignorer ce cri. Il se dit que c'était peut-être rien, une brebis qui avait faim ou quelque chose comme ça. Mais alors qu'il tentait de retrouver le sommeil, un autre son a attiré son attention. Ce son, c'était des bruits de pas. Il y avait quelqu'un à l'extérieur qui passait et repassait. Et ça, toujours devant la fenêtre de sa chambre. Milo arrivait à voir de la fenêtre cette fameuse silhouette qui passait. C'était trop grand pour être un animal et trop fluide pour être normal. Donc, très mal à l'aise, Milo a pris son téléphone, il a allumé la lumière et doucement, le souffle presque coupé, il s'est approché de la fenêtre. Et c'est là, avec son téléphone, qu'il arrive à voir quelque chose. Un homme d'une 50aine d'années environ qui tenait dans sa main la tête d'une brebis. Mais ce n'est pas tout. Des lèvres de l'homme coulaient du sang, comme si il avait pu arracher la tête de la brebis simplement à l'aide de ses dents. Milo est tombé tout de suite au sol, incapable d'hurler. Concrètement, Milo s'est là évanoui en voyant le spectacle qui lui était présenté. Ce n'est que le lendemain qu'il s'est réveillé. Il s'est précipité dans la grange et c'est là qu'il a vu qu'un véritable carnage avait été réalisé. Toutes les brebis qui restaient avaient été massacrées. Le sol était couvert de sang. Certaines brebis avaient les entrailles qui sortaient de leur corps et Milo, complètement paniqué de voir tout cela, s'est précipité vers la maison, mais en ouvrant la porte, il a vu quelque chose. L'horreur n'était pas terminée. En lettres de sang écrites sur le mur, il y avait marqué « Tu seras le prochain ». Tout de suite, pour Milo, la situation est claire, une menace est bel et bien présente. Donc il appelle la police. Environ 20 minutes plus tard, la police arrive sur les lieux et Milo leur raconte absolument tout. Il n'a rien touché à ce qu'il a pu voir et la police a dit qu'il valait mieux pour lui qu'il aille voir son grand-père à l'hôpital et que maintenant allait prendre les choses en main. Malheureusement, Milo a dû raconter ce qu'il s'était passé à son grand-père parce qu'une brebis qui s'égare, ça peut passer, mais tout le troupeau, c'est plus compliqué, il fallait dire la vérité. Le vieil homme est resté sans voix en apprenant cette triste nouvelle. Milo, lui, refusait catégoriquement de retourner dans la maison, car sa vie avait été clairement menacée. Donc les jours qui ont suivi, il est resté près de son grand-père à l'hôpital. Quelques semaines après, quand le grand-père était rétabli, il l'a emmené avec lui pour revenir en France. Pour Milo, c'était inconcevable de renvoyer son grand-père dans une maison où il s'était passé tout cela. Pendant quelques temps, le grand-père s'est installé chez Milo et c'est un mois plus tard que là, la police espagnole a appelé. Ils ont expliqué qu'ils ont mené une enquête approfondie concernant tout ce qu'il s'était passé dans la maison du grand-père. La grange, les champs ont été fouillés, les voisins qui se trouvent aux alentours ont été interrogés, mais l'individu que Milo a vu, lui, n'a jamais été retrouvé. Milo, depuis ce jour, dort toujours les volets fermés, les portes verrouillées, il s'en assure, bien que tout ce qui s'est passé ne s'est pas passé en France proche de chez lui, ça l'a marqué, et il est certain que la personne qu'il a vue n'était clairement pas un voleur, mais ce que cette personne était, il l'ignore complètement. Il y a une dizaine d'années, Clara, une jeune étudiante luxembourgeoise, entretenait une relation à distance avec son petit ami
Théo qui lui vivait en France. Pour célébrer l'arrivée des vacances d'été, ils décidèrent de partir une semaine en Alsace, la région où je suis né. Clara a trouvé une annonce prometteuse, une auberge isolée, nichée sur les hauteurs, avec une vue magnifique et des petites maisonnettes en bois. Un décor qui semblait idyllique pour passer quelque temps en amoureux. Donc après en avoir parlé à son petit ami, elle a réservé sans hésitation. Le jour du départ, le GPS les a menés à travers une route forestière qui semblait interminable. Elle était sinueuse, déserte, c'était concrètement une vingtaine de minutes à rouler dans une ambiance pas vraiment agréable avant d'arriver à l'auberge. Une fois sur place, Clara a été saisie par un sentiment assez étrange. Il n'y avait dans l'auberge aucun client en vue. Il y avait juste 6 petits chalets en bois et un silence assez pesant. Et c'est là qu'un homme est apparu. Un homme grand, ayant la cinquantaine d'années, le visage marqué et un regard qu'on n'oublie pas. Cet homme s'est présenté comme le propriétaire des lieux. Il a montré l'endroit où allaient résider Clara et son petit copain et il a annoncé un peu joyeusement que ces 2 personnes allaient être les seuls clients pendant les 3 prochains jours. Il disait que l'auberge ne proposait pas de dîner, mais qu'en tout cas, un petit déjeuner était proposé. Le couple a pris les clés, ils ont commencé à partir et alors qu'ils quittaient les lieux, le propriétaire a dit, avec un sourire un peu étrange, « J'espère que vous n'avez pas peur, ici il y a un peu une ambiance de film d'horreur. » L'homme a ensuite rigolé, mais Clara, elle, était déjà à ce moment-là loin de se sentir à l'aise. Le couple est donc installé dans leur résidence temporaire, il y avait une chambre, vieillotte mais plutôt correcte, et Clara s'est dit qu'elle allait prendre une petite douche. Donc elle y est allée, elle se détendait, et c'est là qu'elle a vu une ombre passer devant la fenêtre. Tout de suite, son cœur a commencé à battre très rapidement. Elle en a parlé à Théo quasiment immédiatement, mais Théo l'a rassurée. Et quelques minutes plus tard, alors que Théo était sorti de la chambre, elle a entendu cette fois-ci des bruits venir du chalet qui était mitoyen, un endroit qui était normalement censé être vide. Pour Clara, le malaise s'intensifie encore. Le temps a un peu passé et vient maintenant le moment d'aller dîner. Donc l'auberge ne proposant rien à manger, le couple a dû sortir, aller dans un village avoisinant pour aller dîner. Et là-bas encore, l'ambiance était assez particulière. Il y avait des regards. Clara explique que c'est comme si elle et son petit ami n'étaient pas vraiment les bienvenus ici. Donc ils ont mangé rapidement, ils ont repris la route, donc ils ont retraversé la fameuse route forestière pour retourner à leur auberge. Le couple rentre dans le chalet et encore une fois, Clara ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle ne se sent pas bien. Elle a cette impression que vous avez vous-même peut-être déjà eu, que quelqu'un est passé dans l'endroit avant eux, comme si quelqu'un était rentré dans leur chambre sans qu'il ne soit au courant. Et ça, Clara en a la confirmation. Elle remarque que certaines affaires qu'elle avait placées à certains endroits ne sont plus au même endroit. Clairement, quelqu'un y a touché. Elle en parle à Théo, elle le supplie de partir. Elle sent que quelque chose ne va pas, elle ne voit pas l'intérêt pour leur sécurité de rester ici. Théo d'abord hésite, mais voyant que Clara n'est clairement pas bien, il accepte. Donc rapidement, le couple range ses affaires, ils vont à l'accueil pour rendre les clés, le propriétaire était là, Clara a prétexté qu'il y avait une affaire familiale urgente qui nécessitait que le couple s'en aille, et là l'homme a complètement pété les plombs. Il a hurlé « Vous n'irez nulle part !» Bon, il était de l'autre côté du bureau de l'accueil, donc Clara et Théo ont juste posé les clés et sont partis tout de suite. Il était aux alentours à ce moment-là de 22h30. Rappelez-vous, Clara et Théo, initialement, s'étaient retrouvés pour passer du temps ensemble dans une auberge. Donc en fait, maintenant, ils se retrouvent concrètement avec plus rien du tout. Donc le couple roule sans but, n'ayant aucun lieu où aller. Mais après quelques kilomètres, une voiture apparaît dans le rétroviseur. Et étonnamment, cette voiture reste bien derrière celle de Théo et Clara. Peu importe les virages pris, les routes, la voiture était toujours là. Alors que pourtant, Théo et Clara n'allaient pas dans un endroit précis, ils prenaient vraiment des routes au hasard, donc le doute commence à se dissiper sur le fait que ce véhicule les suit. Clara, en prenant conscience de cette situation, suffoquait. Elle a conscience que elle et Théo sont traqués, et cela après 50 km que un panneau fait son apparition, celui d'un hôtel. Donc le couple rentre directement sur le parking. La voiture qui les suivait a ralenti, s'est presque arrêtée. Il est clair que la personne qui était au volant les observait. Puis, elle a fini par continuer sa route. Quelque temps, sur le parking, Clara et Théo ont repris leurs esprits. Ils ont essayé de se calmer, conscients tous les deux de la situation qu'ils venaient de traverser. Et par chance pour eux, la personne à la réception de l'hôtel était encore là. Voyant l'état de choc de Clara et Théo, il a consenti à leur donner une chambre d'hôtel dans l'établissement. Pendant cette nuit, Clara, naturellement, n'a pas trouvé le sommeil. Elle n'a pas cessé de se questionner sur ce qui aurait pu se passer si jamais elle et Théo avaient décidé de finalement passer la nuit dans l'auberge qu'ils avaient initialement réservée. Mais une chose est sûre, pour elle,
cet endroit n'est pas un endroit où il faut s'éterniser. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces histoires d'abonnés. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont intéressé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait plein d'histoires différentes. Il n'y avait pas vraiment d'histoires qui se ressemblaient entre elles. C'était cool, on avait un peu de paranormal, un peu de mystère, des choses aussi un peu plus glauques. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ces histoires en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, vous pouvez laisser un j'aime, sachez que c'est très important. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et j'ajoute aussi que si vous souhaitez vous aussi voir votre histoire être racontée dans une vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram AkenTV qui s'affiche juste ici. C'est avec plaisir que je repartagerai votre histoire. Ne vous dites pas que votre histoire est moins effrayante que celles qui ont déjà pu être racontées. Chaque histoire a sa valeur. Donc vraiment, si vous en avez envie, faites-le. Si vous voulez encore un peu d'horreur, il y a une vidéo que j'ai sortie récemment que vous n'avez probablement pas vue où je parle de la cruauté envers les animaux. Quelques histoires de ce genre de cas pour justement sensibiliser un peu. Je vous invite à aller la voir si ce n'a pas encore été fait. Sachez que c'est une des vidéos les plus traumatisantes, je pense, que j'ai pu faire sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, en tout cas jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!